le président de la République doit se souvenir de la promesse qu'il a faite aux femmes et qu'au moins, là je vais vous prendre l'exemple de 1997. 1997, c'est l'âge d'ailleurs de ma fille, c'est 28 ans. 28. Si en 28 ans, on n'arrive pas à se souvenir qu'on nous a fait une promesse, on a le droit et la légitimité de revendiquer. Et moi, je revendique dans tous les cas. Le président de la République nous dit, en 1997, discours de campagne, je m'engage à faire de l'égalité entre les droits de l'homme et les droits de la femme une réalité. Oui, ça a été fait au plan juridique. Au plan juridique? Oui. Mais dans les actes? Mais dans les actes, on attend encore. Alors, ça c'est quoi? Paul Biya fait des fausses promesses. Je continue. Non, c'est ça que vous voulez dire? Je voudrais qu'il se souvienne simplement qu'il nous a fait des promesses et que s'il ne l'a pas fait jusque-là, en 2025, il a encore l'opportunité de le faire. Il nous dit ensuite, et là nous sommes déjà en 2004, je voudrais dire seulement que depuis 1997, à toutes les élections, le président de la République a pris un engagement vis-à-vis des femmes. Deuxième engagement en 2004, l'amélioration de la condition féminine et en particulier une meilleure représentation de la femme dans nos institutions et notre administration resteront au premier plan de nos préoccupations. Mona Télé, 5 octobre 2004. C'est effectif ou pas? Vous voulez que je vous donne les statistiques, par exemple, du ministère des Travaux publics? Oui. Parce que moi, je pense quand même qu'il faut aller avec des éléments concrets. Ça ne sert à rien de faire des discours, de mon point de vue, hein, de tenir des revendications, si nous n'avons pas des chiffres. Je vais vous donner des chiffres et vous allez vous rendre compte combien ça peut faire mal d'être femme dans certains ministères. Oh mon Dieu. J'espère que... Voilà, c'est bon. Je croyais que la technologie allait me... Donc, je vous prends quelques statistiques et je vous avoue quand même que ce sont des statistiques du MINPROF. Hein. Ce n'est pas moi qui ai tenu ces statistiques-là. Vous avez un souci à retrouver l'élément? Bon, en tout cas, je continue quand même. Je vais trouver l'élément tout à l'heure, mais je voudrais quand même trouver, vous dire quelles sont les promesses du président de la République. Voilà, j'ai trouvé l'élément. Alors, quelques statistiques. Avant cet élément, allons-y d'abord avec le président. Je reviens avec les statistiques. Oui, le président, en 2011, devant l'Assemblée nationale, il dit, et je dois dire que je compte sur la participation de tous et de chacun, notamment les jeunes et les femmes, pour impulser la nouvelle dynamique dans tous les secteurs d'activité pour mener à bien la mission qui m'a été confiée. Devant l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2011. 2011 également, profession de foi. Mieux que par le passé, nous devons accorder aux femmes et aux jeunes une juste place. Je continue. Profession de foi 2018. Je vais institutionnaliser l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà les promesses électorales. Et moi, je dis, prenons seulement au plan politique. Première législature du Sénat. Le président de la République a la possibilité de nommer 30 personnes dans sa discrétion. 30 sénateurs. 30 sénateurs. Oui. Première législature, il nomme 4 femmes sur 30. Donc 4 femmes et 26 hommes. Deuxième législature, en 2018, il nomme 5 femmes. Donc il y a une augmentation d'une femme. Donc nous on se dit, en tant que vous avez parlé du secteur politique, il y a quand même un problème. Je reviendrai tout à l'heure, vous avez mis la parole pour les statistiques. Et là, ce sont les statistiques publiées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, au ministère des Travaux publics, au MINESUP, et au ministère de l'économie. Vous allez vous rendre compte que ces promesses-là, nous sommes encore au niveau des promesses, même dans l'administration, ne sont pas tenues. Donc, juste pour conclure qu'il y a une sorte d'invisibilité des femmes, et ce n'est pas seulement un enjeu de poste, hein, c'est un enjeu de pouvoir et c'est un enjeu d'argent. On ne le dit peut-être pas assez, on va vous dire que vous avez la même rémunération que les hommes dans le bulletin. Ça, c'est le bulletin. La rémunération au Cameroun, la politique de rémunération au Cameroun est basée sur les postes. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous n'êtes pas à un poste, et lorsque vous comparez votre collègue qui a un poste d'égal grade, hein, il peut avoir 10 fois votre salaire. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsque les femmes sont invisibilisées, elles sont également privées de revenus. Et quand vous arrivez sur le champ politique, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, vous dites que les femmes ne s'engagent pas, elles vont s'engager avec quel argent? Pendant 10 ans, 15 ans, vous avez été directeur général du port autonome de Kribi-le-Douala. Vous avez eu 13 millions de salaires par mois. La femme n'a rien eu. Elle a eu 350 000 de salaire. Vous vous retrouvez sur le champ politique, vous n'avez pas le même poids. Et puis, ça déstructure la société. Je suis désolée, on va revenir peut-être sur certains débats de gouvernance. Nous sommes en pleine année. On va se rendre effectivement compte que les problèmes de gouvernance que nous traînons ailleurs se répercutent au niveau de la femme et puis on peut avoir... D'accord, Fatima Toubangonomi, monsieur. J'étais à me demander si ce n'est pas la femme qui
qui se censurent, qui s'auto-censurent dans les affaires politiques, mais le tableau que dresse Viviane Ndouabi-Ouellet montre clairement que c'est Paul Biya, c'est le régime en place. Non, s'il vous plaît. J'ai les statistiques. Il se lève le matin, il prend une décision, il change les statistiques, il a tous les pouvoirs. S'il vous plaît, que c'est la volonté politique, la décision politique qui confine la femme à un rôle de faire valoir karma ou de second couteau. Femme politique, rôle de faire valoir, en ce qui concerne mon parti, je dirais radicalement non. Non, pourquoi? Parce que le RDPC est organisé sur 3 piliers. Le pilier jeune, le pilier femme et le pilier homme. Et chaque maillon a un rôle essentiel à jouer. C'est pour cette raison qu'à aucun moment, le responsable du RDPC ne saurait empiéter sur les prérogatives de la présidente de l'OF, qui, bien entendu, est dans l'organisation spécialisée, mais dans sa section, elle tient régulièrement des réunions politiques. Elle encadre des femmes chaque jour, donc on ne peut pas dire qu'elle a un rôle de faire valoir. Lorsque je l'évacue, je reviens sur les statistiques telles qui sont évoquées. Au niveau du Sénat, elle a été bien malicieuse pour prendre uniquement la nomination. Mais elle a oublié de vous rappeler qu'au Sénat, depuis la législature de 2013 jusqu'en 2023, nous sommes passés de 21 femmes élues, 26 femmes en 2018 et 33 femmes en 2023. Ça, c'est sur 70. Si on doit seulement s'arc-bouter sur les 30% qui ont été nommés, je ne dis pas que ça ne représente pas quelque chose, mais sur la base des statistiques telles que je les donne, vous comprenez qu'il y a une nette évolution. Je prends l'Assemblée nationale. En 2013, nous avions 25 femmes, soit 13% de femmes nommées et élues. Nous sommes allés en 2018 à 31 femmes. En ce moment, la législature de 2020, quand nous partons de 2013, nous allons en 2018 bien entendu, à 2020. À 2013, nous étions à 25 femmes. De la législature 2007 à 2013, nous étions à 25 femmes. À 2013, nous sommes passés à 30, je vais lire pour ne pas me tromper. En 2020, oui. En 2020, nous sommes passés à 61 femmes sur 119 hommes. Donc, à l'Assemblée nationale, en ce moment, il y a 61 femmes sur 180, soit un ratio de 33,9%. Ce qui est très en revanche, en 2013, nous étions à 31,1%. En 2007, nous étions à 13,8%, soit 25 femmes. C'est vrai que ça avance petitement. Ça avance petitement, mais on ne saurait dire qu'on fait du surplace. La législation, on essaie de s'arrimer en suivant le cours, mais il faut aussi avouer quelque chose, M. Boni. La grande sœur peut vous le dire, la politique, on ne va pas faire la politique avec des fleurs. C'est un environnement de caïds. Et lorsque vous vous engagez en tant que femme, en même temps nous réclamons les égalités. Les égalités ne doivent pas être seulement les faveurs, parce que je m'inscris en faux sur ce que l'on penserait que la femme, l'égalité suppose qu'on doit faire des faveurs aux femmes. Sur le champ politique, l'homme qui est là, il veut aussi de la place. Donc la femme doit se battre à compétent, à armes égales, parfois à armes inégales, pour avoir la place. Heureusement que la loi a aménagé cette passerelle où on exige qu'il y ait la prise en compte des composantes sociologiques, c'est-à-dire des jeunes femmes, des femmes et des jeunes hommes. Maintenant, d'où la nécessité de revenir à la thématique de la Journée internationale des droits de la femme, l'autonomisation. Parce que l'argent a un rôle fondamental en politique. Vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'êtes pas de manière suffisamment autonome financièrement. Tant que vous allez vous faire porter par l'aile d'un monsieur qui peut-être est bien loti,
vous comprendrez que s'il faut aller en compétition, lui, il aura besoin de ces mêmes postes que vous. Et ne va pas vous laisser passer parce que, et pour vos beaux yeux. Il ne se souviendra plus qu'il vous porte sous son aile parce que lui-même, il veut le même poste. C'est pour cette raison que nous plaidons plus pour l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme, toutes les femmes ne sont pas forcément des fonctionnaires, toutes les femmes ne sont pas forcément des agents de l'État ou bien des agents de la fonction privée. Il y a plein de femmes qui sont, par exemple, dans le secteur informel. C'est pour cette raison que je voulais saluer ces dames, ces couches-tard et lève-tôt que sont les Bayam Salam, que nous retrouvons dans les partis politiques, qui travaillent durement, qui ont également des postes de pouvoir. Mais à un moment donné, elles se retrouvent bloquées. Qui joue quel rôle, Fatima, dans le RDPC, par exemple? Venir applaudir, venir chanter? Être conseiller municipal, ce n'est pas... Ailleurs, les autres n'ont pas pu, même ceux qui ont beaucoup d'argent, hein, ils n'ont pas pu être conseiller municipal. Nous allons circuler. Ils n'ont pas pu être conseiller régional. Donc, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas de manière plate dire que rien n'est fait. Nous reconnaissons qu'il y a des pas. On a fait, une avancée, mais seulement, ce n'est pas une histoire de femmes. Ce sont les chiffres. Elle a invoqué les chiffres. Elle a évoqué les chiffres. Monsieur Bonou, je vous renvoie les mêmes chiffres. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de les femmes ne sont pas d'accord entre elles. Là encore, c'est un stéréotype que nous n'aimons pas. Ah, mais non, c'est elle qui dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord peut-être par rapport à mon opinion, pas parce qu'elle est femme. Vous comprenez là où vous nous amenez? Et c'est vous l'autre problème des femmes alors. En réalité, la journée du 8 mars ou les semaines qui consacrent ces journées sont des semaines qui permettent de faire le bilan et de pouvoir s'inscrire dans une logique améliorative. Et c'est ça, dans tous les cas, qui motive nos différentes actions. On peut même revenir sur les statistiques de l'Assemblée nationale, qui sont des statistiques réelles, qu'on ne va pas contester. On a les éléments de droit qui sont réels, qu'on ne va pas contester. Et ça ne nous impose pas de rester dans ces statistiques-là, mais d'entrer dans une logique améliorative, ce d'autant plus que ce n'est pas le seul secteur. Si c'est le seul secteur qui a connu des améliorations, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui méritent également des améliorations. Et je ne... J'ai été interrogé sur le plan politique, sauf si j'ai mémoire de... Non, j'achète vos statistiques. Vous voyez bien que je m'inscris dans votre logique. Je n'ai pas dit que ce n'est que le seul secteur, mais je répondais... Donc j'achète ces statistiques pour dire que ça fait partie des éléments. Alors revenons, je ne voulais pas le faire, mais Dieu donné Somba a évoqué un élément qui m'oblige à le faire. L'élément de la société patriarcale et phallocratique. L'élément même du droit, parce que même le droit qui est légiféré là, les lois qui sont là, sont également du fait de ces hommes. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, et là j'emprunte à une collègue juriste, c'est vraiment pas de moi, mais qui m'a également plu. Première chose, elle prend la Constitution pour dire, oui, nous avons des lois, même il y a des paradoxes dans ces lois. La loi nous dit quoi? La Constitution, si vous allez me dire, c'est le droit suprême. Nous sommes égaux, en droit et en devoir, non, les hommes et les femmes. Oui, mais le Code civil, article 213, dit quoi? L'homme est le chef de famille. Il n'y a plus l'égalité là-bas. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et ça revient effectivement à la société, en fait. Et dit que nous avons ces éléments qui sont entretenus pour justifier pourquoi les hommes ont même de la peine. Même quand ils semblent dire qu'ils sont sensibles. Regardez tous les discours des ministres du 8 mars. On vous aime, on va vous nommer, on va améliorer. Peut-être qu'ils sont même de bonne foi. Et rattraper. Voilà, c'est comme des faveurs. Donc nous avons cet article 213. S'il est mal interprété par les hommes, regardez les féminicides. Hein. On en parle peut-être pas. C'est l'année dernière. Le MINPROF l'a dit, 84 féminicides. Regardez les raisons des féminicides. Une jeune collègue, parce qu'elle a refusé d'aller prendre un deuxième crédit pour donner à son mari, est battue à mort. Parce qu'elle va avoir accès à son droit de jouir de ses ressources. Et c'est quoi? C'est la société, c'est le comportement de la société qui veut que l'homme soit supérieur, il possède même sa femme. Donc moi je pense que dans la société, il y a des raisons qu'on peut aller chercher et qui se retrouvent aussi dans le droit. Elle a pris un autre exemple. Si on considère, et moi j'ai été très amusée quand il parlait tout à l'heure, parce qu'il a raison, et moi je dis, il a d'autant plus raison que ça fait peur. Il ne faut pas simplement s'inscrire dans le court-termisme, malheureusement c'est un peu la posture des politiques, parce qu'ils sont dans l'urgence. Mais il faut faire attention. On peut entretenir des conflits comme ça pendant longtemps simplement parce qu'on a le dé sur le guidon. Donc ce n'est peut-être pas un problème aujourd'hui, mais ça déstructure la société. Et on ne voit pas à quelle ampleur, simplement parce qu'on veut résoudre les problèmes de la communauté. Et prenons un exemple. On place souvent les droits de la femme et l'accès à ces droits-là comme étant les droits de l'homme. Au Cameroun, on a une seule instance qui s'occupe des droits de l'homme, c'est la Commission des droits de l'homme. Allez regarder les préoccupations là-bas. Il a raison. Le genre n'est pas une préoccupation. À la limite, c'est secondaire. Je n'ai même pas envie de dire
le scandale que nous avons suivi là-bas, qui concerne même Regardez le d'abord genre. l'organigramme.